Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis Christine Brugnon-Ferrière. Alors bienvenue dans cette série d'interviews de femmes ambitieuses. Vous l'aurez compris, je ne parle pas de femmes ambitieuses dans le sens habituellement décrié, négatif et péjoratif qui est accolé à cet adjectif, mais bien plutôt de femmes ambitieuses dans le sens où je les trouve audacieuses, talentueuses, authentiques. La plupart sont spirituelles. Elles sont toutes formidables et elles ont vraiment toutes su se réinventer pour vivre la vie qui leur fait vraiment envie. Et c'est ce que j'ai voulu passer comme message au travers de ces interviews, vous faire prendre conscience que peu importe votre âge, peu importe ce que vous pensez être votre compétence, vos ressources, peu importe votre vécu, les traumatismes quelquefois très difficiles que vous avez pu vivre, vous pouvez choisir de vivre la vie qui vous fait vraiment envie. Vous pouvez choisir d'aller au bout de vos ambitions. Vous pouvez choisir d'être qui vous voulez être. Et j'espère que, en regardant toutes ces interviews, vous allez en prendre conscience. Je suis donc Christine Brugnon-Ferrière, je suis coach, thérapeute et stratège en changement de vie. Et je vous dis à très vite. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Muriel Hermine qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation. Bonjour Muriel. Bonjour Christine, bonjour à toute votre communauté. Merci à vous. Alors, je parle souvent de la définition que je donne et que la plupart d'entre nous dorénavant donnent au terme d'ambition. L'ambition, vous le savez, je l'ai déjà répété plusieurs fois, elle a souvent été accolée à une connotation péjorative, négative, de cupidité, d'égoïsme, d'arrivisme éventuellement. Alors que quand on prend la définition anglaise du terme, cette définition, elle est vraiment positive, elle est liée à l'entrepreneur, la motivation, l'inspiration. On trouve vraiment des mots qui ont une forte connotation positive. Quand j'ai cherché un petit peu sur Internet, j'ai tapé sur Google pour lire les articles qui se reportaient aux femmes ambitieuses et la plupart du temps, bien évidemment, là aussi, c'était accolé à des notions à des femmes, oui, vraiment avec des portraits, encore une fois, éventuellement manipulatrices, égoïstes, etc. Sauf chez euh, Les les sportifs. sportives. Exactement. Alors là, tout ce que je lis sur les sportives en termes de femmes ambitieuses est toujours avec une connotation très positive. Aujourd'hui, Muriel, je suis vraiment ravie. Je vais rappeler pour celles qui ne vous connaîtraient pas, peut-être très jeunes, que vous avez été 12 fois championne de France, 4 fois championne d'Europe. Vous avez participé, avant 15 ans, je vais le dire, mais à deux Jeux olympiques. Vous avez ensuite monté des spectacles dans le monde entier, des spectacles absolument fabuleux. Et puis, ce qui m'a vraiment impressionnée et ce en quoi je vous trouve admirable, c'est quand vous êtes revenu, que vous avez fait les mondiaux à Kazan et que vous avez été championne du monde à 51 ans. Et là, ce jour-là, je me souviens avoir été très émue et vraiment m'être dit waouh, tout est vraiment possible. Quelle puissance, quelle abnégation. Alors j'aimerais bien que vous, après un an d'entraînement ultra intensif, la natation synchronisée, c'est un sport extrêmement difficile pour l'avoir vu de près, pour avoir assisté à de nombreux entraînements, pour avoir eu la chance de vous voir nager aussi de visu. C'est un des sports les plus difficiles, si ce n'est selon moi le plus difficile, parce que ça demande énormément de technique, mais aussi de grâce, mais aussi, dites-moi toutes les qualités dont vous avez eu besoin. Alors, c'est effectivement un sport qui est extrêmement exigeant parce qu'il se passe dans un univers qui est l'eau, donc bien sûr, où nous apprenons à danser dans l'eau. Pour vous donner une petite idée, pour préparer les Jeux Olympiques de Séoul, donc mes derniers en 88, je m'entraînais 7 heures par jour pour avoir une chance de décrocher une médaille à ces Jeux Olympiques. Et qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut de l'ambition. Et ça, mais cette ambition, alors pour moi, l'ambition, c'est quoi? C'est une énergie. C'est une énergie qui vous habite, et qui vous
pousse presque malgré vous à essayer de réaliser vos rêves. Et chez les sportives, eh bien, le rêve, c'est de se réaliser à travers des performances, à travers des médailles. Et donc, la force du sportif, c'est qu'il met son ambition au service de ses rêves, d'une part, et qu'en plus, il se bat contre lui. Peut-être à l'inverse, d'abord, si ce terme est si galvaudé en France, c'est parce que la société française met sur ce thème d'ambition, effectivement, une image super négative. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui mettent leur ambition au service de leur réussite, de la même façon, mais en écrasant les autres, en bafouant des valeurs qui sont des valeurs citoyennes, des valeurs fondamentales de société. Et forcément, à force, ils ont induit sur ce mot une connotation super négative. Mais chez le sportif, c'est juste fabuleux. Et pour réussir dans mon sport, eh bien, je me suis beaucoup entraînée. Je pense que c'est du courage, beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, mais aussi beaucoup de joie. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, quand vous êtes en compétition et que vous vous donnez tant à l'entraînement, c'est que vous êtes passionné. Et la passion, bien sûr, ça va de mise avec l'ambition. Passion, ambition, ça reste une énergie. Et très sincèrement, j'ai jamais eu l'impression de faire des sacrifices. Même si j'ai pas eu une jeunesse comme les autres, j'avais pas d'amis, je passais mon temps à la piscine, je m'entraînais comme une folle. Mais en revanche, je crois que ça venait en résonance à mon enfance. J'ai eu une enfance dans une famille avec une maman juste géniale, mais un papa très violent, qui projetait sur ses 4 enfants une image très dévalorisante. Donc le fait, moi, quand j'étais dans ma piscine, que j'étais seule au milieu de mon bassin de 50 mètres, mais personne ne venait m'agresser. Et finalement, je suis très heureuse parce qu'à travers la natation artistique, je me suis développée d'enfant à adolescente, puis à adulte, protégée par le monde de l'eau. Même mon entraîneur, quand elle me criait dessus parce que je ne m'entraînais pas assez, je ne faisais pas assez attention à ce que je faisais, etc., je mettais ma tête sous l'eau et là, j'entrais dans le silence, Christine. Et vous imaginez pas, mais ce silence, c'était comme rentrer à l'intérieur de moi. Ce qui fait que à 20 ans, quand j'ai commencé à avoir vraiment de grands résultats internationaux, mondiaux, j'étais déjà en totale harmonie avec moi-même et en désharmonie avec le monde extérieur, mais déjà en harmonie avec moi-même. Ce qui fait que le jour où j'ai arrêté la compétition à 25, après les Jeux Olympiques, je me suis sentie assez forte à ce moment-là pour oser sortir de l'eau et apprendre à marcher dans le monde des hommes. Et c'est là que vous avez... Pardon. Non, je vous en prie. Non. Est-ce que c'est là que vous avez eu cette idée de continuer justement en dehors des bassins, de créer des spectacles? Alors du coup, en dehors des bassins, non, mais du coup, de créer ces spectacles, d'apprendre à danser. J'ai lu une anecdote justement sur vos cours de danse avec avec un danseur. Et cette anecdote m'a fait sourire parce qu'elle demandait tellement d'humilité de votre part aussi. Vous qui étiez une grande championne, si vous voulez l'expliquer, quand vous avez souhaité apprendre à danser. Oui, alors lorsque j'ai arrêté la compétition, que j'avais donc ces résultats, je me suis dit, mais si je mets cette énergie, ce travail, cette persévérance. Ah, nous avons été coupés, Muriel. Toujours? Oui, on a été coupés. Alors, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, moi, mon autre rêve, en plus du sport, c'était de créer des grands spectacles aquatiques, mais qui ne se dérouleraient pas dans une piscine, mais dans une salle de spectacle. Donc, faire venir l'eau, rajouter l'eau au monde du spectacle et faire venir le public dans des salles de spectacle pour découvrir ce qu'est cet univers féerique, aquatique, qui était plein de rêves pour moi. Mais forcément, je dansais très bien dans l'eau, mais je dansais pas forcément très bien sur terre. Donc j'ai décidé de prendre des cours de danse et j'ai eu la chance de rencontrer le chorégraphe et professeur de danse de Patrick Dupont, qui à l'époque était le danseur étoile de l'Opéra de Paris. Et ce monsieur me dit, mais écoutez, venez,
je vais regarder votre niveau et je vous dirai ce que je peux faire pour vous. Donc, je suis allée sur un de ces cours et je suis rentrée dans la salle. Alors, j'avais 25 ans quand même, hein. Je fais 1,80 m, 25 ans. Je me retrouve au milieu de petites filles qui avaient entre 11 ans et 13 ans. Et donc, je me mets à la barre et je commence à faire les mouvements de barre au sol. Et j'avais autour de moi des petites filles qui pouffaient de rire. Parce qu'il y avait une espèce de grande gigue derrière elles là, qui essayait de faire comme elle, en moins bien en plus. Et c'était pour moi, c'est vrai, une heure de souffrance. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et à cet instant-là, j'ai pris conscience que si j'étais la reine dans mon monde, je n'étais finalement pas grand-chose dans tous les autres mondes vers lesquels je prétendais vouloir aller. Et là, je me suis dit, si tu n'es pas capable de passer cette épreuve, parce que pour l'ego, ça a été vraiment une épreuve, j'imagine. Je me suis dit, Muriel, tu ne feras jamais rien de ta vie. Donc, j'ai ravalé ma salive, j'ai ravalé les larmes qui me montaient en me disant, je ne mérite pas ça. À la sortie, il m'a dit, écoutez, voilà, c'est votre niveau. Si vous voulez, je peux effectivement vous donner des cours, mais ce sera avec ces enfants-là. Est-ce que vous êtes prête? Et je lui ai dit oui, je reviendrai demain. Et pendant 3 mois, j'ai pris des cours de danse tous les jours, avec cet homme fabuleux qui m'a probablement donné l'une des plus grandes leçons de ma vie. Et je le remercie encore aujourd'hui, même s'il n'est plus de ce monde. Et ça vous a permis ensuite de vous produire sur scène aux côtés de Mais danseurs oui, plus expérimentés. Exactement. Après, j'ai créé donc ces grands spectacles aquatiques. Cirella d'abord, qui a fait le tour du monde, a fait plus de 2 millions de spectateurs à travers le monde. Et ça a enchaîné avec Crescendo, qui était à la rencontre du monde du cirque et de l'univers de l'eau. Et finalement, cette leçon de vie m'a permis de me mettre au cirque, c'est-à-dire aux agrès aériens. Je me suis retrouvée à faire des numéros de cirque à 12 mètres au-dessus de la piscine, sur des trapèzes où je ne pouvais pas être au banné, c'est-à-dire accrochée, puisque derrière, je devais justement plonger. Mon trapèze descendait vers la surface de l'eau et à 4-5 mètres, je devais plonger dans mon bassin pour continuer les chorégraphies aquatiques avec les nageuses. Donc, il me fallait de la liberté, il me fallait de la technique, de l'expérience. Et ça a été une nouvelle vie juste fabuleuse de découvertes, de rencontres, de tout ça à travers la passion. Donc là encore, c'était ambitieux, c'était juste incroyable, ça a super bien marché. Mais ça m'a nourri à l'intérieur. Je me suis rendu compte, Christine, très sincèrement, que nous sommes des êtres sans limite, sauf celles que nous nous mettons dans la tête. Exactement. Et qui deviennent notre réalité parce que nous y croyons tellement que nous agissons en fonction de ce que nous croyons. Exactement. Donc, nous nous limitons nous-mêmes. Exactement. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous êtes autorisé à rêver aussi grand, très rapidement? Parce que justement, enfant, je me suis réfugiée dans l'eau et que j'ai découvert un autre monde. Mon monde était un monde intérieur, fait de questions, de souffrance, parce que le sport de haut niveau implique quand même... On dit que les sportifs dépassent leurs limites. Christine, c'est faux. On ne dépasse pas nos limites, mais on les pousse devant nous, jour après jour, entraînement après entraînement. On essaye de voir ce qu'il y a au-delà de ce qu'on croit de nos limites. Et je vous promets, je n'ai jamais atteint ma limite. Jamais. Physiquement parlant, j'entends. Oui. Ce qui veut dire que j'ai pris conscience que je pouvais rêver grand à partir du moment où j'étais prête à faire les efforts qu'il fallait pour voir la réalisation de mes rêves. Parce que ce qu'une personne est capable d'imaginer, je vous garantis, d'autres personnes sont capables de le réaliser. Je rêvais d'avoir un trampoline au milieu de la piscine, les nageuses qui nageaient et des sportifs champions du monde de trampoline qui faisaient des numéros dans l'air mais ça, c'était juste pas possible. Enfin, tout le monde me disait que c'était pas possible. Sauf que j'ai trouvé des gens qui ont été capables de réaliser cet exploit technique. J'ai rêvé de mettre des chevaux dans l'eau qui évoluaient dans Crescendo avec les nageuses qui passaient entre leurs jambes. Et on me disait, mais non, c'est fou, c'est pas possible.
Ben oui, mais moi j'ai rencontré un homme extraordinaire qui s'appelle Mario Lurachi, qui est le dresseur des chevaux pour tous les très grands films hollywoodiens qu'on peut avoir vus jusqu'à présent. C'est lui qui dresse les chevaux. Il m'a dressé des chevaux qui allaient dans l'eau et qui ont dansé avec des nageuses. Hmm. Tout est possible, tout est réalisable. Exactement. Le plus beau comme le plus laid. Exactement. Alors, toute cette expérience, en fait, vous en avez fait déjà un livre que je montre. Voilà, Ah, oui, que je oui, suis ravie, qui est superbe. Et le titre m'a toujours beaucoup inspiré. Le défi d'être soi, vraiment, vous l'incarnez parfaitement. Euh, Vous incarnez effectivement, encore une fois, ce champ des possibles et cette illimité justement qui est possible. oui, mais c'est pour ça que j'écris ce livre, c'est parce que j'ai expérimenté dans ma réalité concrète cette notion que nous sommes sans limite. Et je me suis dit, si les gens savaient le potentiel qu'ils portent en eux et s'ils osaient s'élancer vers leurs propres rêves, ils verraient alors qu'ils peuvent s'émanciper de toutes les injonctions, de toutes les souffrances qu'ils peuvent vivre, traverser pour trouver une jouissance à la vie, un épanouissement, un bien-être, le sentiment que tout peut arriver. On est en capacité de surmonter les difficultés de nos vies. Et ce livre, après avoir traversé tout ça, je l'ai écrit pour donner des conseils pratiques, pour des petits exercices à faire tous les jours, qui permettent justement de se forger ce qu'on appelle ce mental de champion. Exactement. Et d'ailleurs, dans le livre, vous citez Anthony Robbins, vous citez Jim Rohn, par exemple. Est-ce que ce sont des personnes que vous avez rencontrées? Non, du tout. Je ne les ai pas rencontrés. Je les suis bien sûr parce que je trouve Mhm. qu'ils ont un discours qui est fort, qui est puissant, qui embarque les foules. C'est vrai. Donc, ils passent des messages qui sont très forts. Donc, c'est la raison pour laquelle je les suis régulièrement. Maintenant, je ne sais pas si dans leur réalité, ils appliquent tout ce qu'ils préconisent. Et moi, je Alors, pense que oui, mais vous allez peut-être pouvoir me le dire. alors moi, bon, Jim Rohn est décédé. C'était un des mentors d'ailleurs d'Anthony Robbins. Mais Anthony Robbins, pour avoir participé à plusieurs de ses séminaires, euh, je pense et je ressens qu'effectivement, il applique tout ce qu'il préconise. Et il est très aligné avec ses valeurs, ses vraies valeurs. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein. On parlait d'alignement tout à l'heure, toutes les deux. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de personnes qui vont aller à l'encontre euh, de ce qu'elles disent. Vous savez, toutes ces personnes dont on dit fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, il y a énormément de personnes qui sont comme ça en décalage avec ce qu'elle dit. Je pense qu'Anthony Robbins ne l'est pas du tout. Il a cette grande puissance, effectivement, de mettre en pratique, je pense, tout ce qu'il préconise. Alors, d'ailleurs, il parle énormément de ce fameux état d'esprit que vous avez, qu'on appelle le mindset en américain, qui est en fait l'état d'esprit XXL. C'est-à-dire que la traduction française, selon moi, est un petit peu euh, comment dire, un petit peu amoindri, c'est-à-dire que le mindset, ça porte aussi une connotation très positive, alors que seul le mot état d'esprit, ces deux mots-là peuvent induire le négatif. Le mindset, selon moi, est vraiment porté sur quelque chose de très positif, toutes ces valeurs sous-tendues justement par la confiance en soi, le dépassement, la persévérance, la motivation, la détermination pour obtenir des résultats que n'induit pas forcément l'état d'esprit selon le terme français. Donc aujourd'hui, vous êtes, on a vraiment l'impression que vous avez eu énormément de vies différentes, en fait, que vous avez vécu tellement de choses. Aujourd'hui encore, après avoir été sur les ondes, hein, sur Sud Radio, en tant que coach, vous avez des passions qui vous animent et je sais qu'ils vous prennent beaucoup de temps, notamment votre fondation, votre association. Donc, Oui, si vous voulez effectivement. nous en parler, nous dire, voilà, ce que vous aimez, je l'ai bien compris, c'est plonger au cœur de la vie des gens et puis les mettre en valeur et leur redonner de l'espoir, leur permettre de comprendre qu'effectivement, tout est possible. Alors, vous leur faites bénéficier de votre mental de championne et de toutes ces expériences qui vous ont construites et qui sont tellement admirables.
Je me suis tournée vers le monde associatif il y a presque 20 ans aujourd'hui, Mmh. quand j'ai créé un grand spectacle qui a été joué dans la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal, il y a 20 ans. Et c'était une expérience mais qui est allée me chercher au fond des tripes. Je venais d'être maman et pendant ces 10 jours où nous sommes restés dans cette Maison des Esclaves sur l'île de Gorée, j'ai pris conscience que finalement j'avais eu une vie géniale, hein, une vie de businesswoman à travers les spectacles aquatiques, une vie de sportive de haut niveau, mais je ne connaissais pas la femme qui était derrière tout ça, je ne me connaissais pas. Dans toutes mes fragilités, toute ma sensibilité, je l'avais un peu mise de côté en me disant, mais avec le sport, de toute façon, je me suis guérie de plein de choses. Le spectacle me permet de rayonner et au bout du compte, à un moment dans ma vie, tout m'est revenu à la figure. Et je me suis rendu compte qu'en tant que femme, je ne me connaissais pas et je pense que la maternité a bouleversé profondément quelque chose en moi. Et je me suis dit, mais tu as la chance d'avoir réalisé tes rêves, mais regarde autour de toi. Les gens en souffrance qui n'y arrivent pas, qui ne croient pas dans leur capacité à réaliser leurs rêves, il y a peut-être quelque chose, un pont à faire entre toi et eux pour essayer de donner, de transmettre, de partager. Et j'ai commencé au Sénégal à monter une ONG d'abord qui s'appelle donc J'ai un rêve, qui était la chanson phare d'ailleurs de mon dernier spectacle, qui s'appelait Freedom Opera Gospel. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai appelé mon association comme ça et j'ai commencé à construire des écoles dans les villages, mais les plus reculés du Sénégal, où mon idée était d'amener l'éducation là où les enfants ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'il n'y en avait pas. Et je me suis rendu compte que quand on n'est pas éduqué, quand on n'apprend pas à penser par soi-même, on est extrêmement fragile à tous les prédateurs qui peuvent passer et qui vous font faire n'importe quoi. Et on voit bien le terrorisme qui a grandi au fur et à mesure. Un enfant qui se cherche, qui n'a pas de repères, qui ne connaît pas le monde, qui ne connaît pas son histoire, etc., eh bien, il peut embarquer par n'importe quel beau parleur qui passe. Donc, j'ai commencé à construire des écoles. Et à force de passer, je passais 10 jours par mois pendant 2 ans au Sénégal à construire ces écoles, à suivre les chantiers. Forcément, j'ai commencé par vraiment avoir des liens très forts avec les populations qui m'ont fait rencontrer leurs pères, leurs frères, leurs oncles qui habitaient dans nos quartiers défavorisés, principalement à Paris, région parisienne. Mmh. Et du coup, je me suis rendu compte que la misère et la fragilité qui me bouleversait à l'autre bout du monde, mais elle est là, aux portes de chez nous, c'est la même. Avec la grande différence, c'est que là-bas, c'est quand même une misère sous le soleil. Sous le soleil. Ça change beaucoup de choses. Oui. Chez nous, c'est une misère qu'on veut cacher, c'est une misère qui n'est pas acceptable dans notre société occidentale où on a tout sauf la joie de vivre, alors qu'en Afrique, ils ont rien sauf la joie de vivre. Exactement. Et ça m'a complètement bouleversée. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai continué avec mon équipe, bien sûr, à construire des écoles jusqu'à ce que le ministère des Affaires étrangères nous dise arrêtez d'aller sur cette région qui est très proche du Mali. Là où le RAID est allé chercher les 2 journalistes qui étaient emprisonnés. Donc, et j'ai commencé à mettre en place des programmes pour les jeunes qui sont plutôt dans les quartiers difficiles de Paris, région parisienne. Et puis petit à petit, donc ça fait 15 ans que nous faisons ça, nous avons mis en place un programme qui aujourd'hui est notre programme phare, il s'appelle l'Académie des Passions, et nous accompagnons les jeunes décrochés du système scolaire qui sont sur le chemin de l'emploi sans formation, sans qualification. Et plutôt que pousser ces jeunes à aller vers les métiers en tension, là où on embauche, c'est-à-dire le bâtiment, la restauration, là où les jeunes n'ont pas forcément envie d'aller. Nous, notre objectif, c'est déjà d'aider ces jeunes à se reconstruire. Et on s'est rendu compte que la misère n'était pas que dans les quartiers défavorisés. On a des jeunes qui sont dans le monde rural,
qui ne vont pas bien du tout. Et puis aujourd'hui, la souffrance, elle est partout. Oui. Alors, quand on parle de jeunes, pour nous, c'est 17-30 ans. Donc, c'est ce créneau-là. Pourquoi? Parce qu'on utilise beaucoup d'outils issus des recherches en neurosciences pour aller comprendre d'abord comment l'être humain fonctionne. Donc, avec ce programme, on part de qui vous êtes, qu'est-ce qui vous constitue, où sont vos talents, où sont vos points forts, sur quoi vous pouvez vous appuyer, donc des repères internes, pour pouvoir avancer dans votre projet professionnel, pour faire des choix, acquérir des compétences et finalement vous épanouir dans un métier que vous avez choisi et non pas que vous faites par dépit. Et c'est donc c'est une approche totalement différente du système d'insertion des jeunes on regarde où ça embauche et on envoie des jeunes, même s'ils sont pas faits pour le métier. Exactement. Vous me disiez quelque chose qui m'a beaucoup surpris, c'est que 30 à 40% des jeunes à l'heure actuelle sont soit en burn-out, soit en dépression, y compris très jeunes. Ah oui. On le voit, on lance une promotion par mois. Donc nos promotions sont de 10 jeunes et sur les 10, on en a on en a 2 à 3 qui sont soit antidépresseurs et suivis par des psychiatres. Alors, on ne parle même pas de psychothérapeutes ou de psychologues. Là, on est des psychiatres et des jeunes qui sont, ou qui ne se soignent pas, mais qui sont en dépression ou en burn-out. Donc, ils sont allés au-delà ils sont à l'image de la société d'aujourd'hui, avec tout ce qu'on leur impose, de contraintes, d'exclusion. Et alors, quand vous êtes dans une famille déjà très structurée et que vous êtes jeune, c'est compliqué d'affronter tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces pertes de repères, toutes ces obligations, tous ces changements de décision constants que nous vivons. Mais dès qu'en plus vous êtes dans une famille monoparentale, une famille où il y a de la violence, où il y a des difficultés financières, mais les drames sont terribles, vous n'imaginez pas. Donc ces jeunes, les parcours durent combien de temps? Alors, notre brique, en quelque sorte, notre programme, rentre dans un processus qui est plus long, qui est soutenu par Pôle emploi, les chambres de métiers et de l'artisanat, les CCI, les CFA. Et nous, notre brique, en quelque sorte, elle arrive au tout début de l'entrée du jeune dans ce processus de formation. Parce que la majorité rentre sans savoir ce qu'ils veulent faire. Ils sont tellement paumés que quand on leur dit, bon, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, je ne sais rien faire. Alors, beaucoup ont décroché du système scolaire, en plus. C'est-à-dire qu'ils se sont exclus d'un système qui leur renvoyait le fait que c'était des nuls, des cancres, qu'ils n'avaient pas le niveau, qu'ils étaient bons à rien. Si je vous en parle très bien, c'est parce que ça a été ma jeunesse. J'ai décroché du système scolaire à l'âge de 15 ans. J'ai pas été renvoyée par mon lycée. J'ai été convoquée, considéré que je n'avais pas le niveau à suivre une scolarité normale parce que j'étais en équipe de France, que je m'entraînais déjà beaucoup et donc ils m'ont imposé de choisir. Ils m'ont dit, soit vous arrêtez la compétition et on vous met à niveau et vous faites une scolarité normale, soit vous partez. Et mes parents se sont tournés vers moi en me disant, qu'est-ce que tu veux faire? Et j'ai dit, je veux vivre ma passion, je veux faire du sport. Qui a déjà été une grande preuve d'ouverture d'esprit à l'époque. Exactement. Mais donc, je me suis exclue. Mais en m'excluant, j'ai compris ce que ça générait comme souffrance. Très, très longtemps, j'ai souffert de me sentir moins bien que les autres, moins intelligente, moins de potentiel. Encore une fois, j'étais la reine dans ma piscine. Mais dès que je sortais de ma piscine, qu'est-ce que j'allais faire? Et cette souffrance, je l'ai portée trop longtemps et je veux donner aux jeunes qui sont dans cette situation-là la possibilité de savoir qu'ils ont en eux tous les ressorts pour s'en sortir. Donc vous leur permettez de développer aussi, bien sûr, l'estime de soi, la confiance en soi. Vous leur apprenez à trouver leur zone de génie, leurs différents talents. Absolument. On fait un gros travail sur ce qui les constitue. On pense que talent et compétences c'est à peu près la même chose, mais pas du tout. Les talents sont innés, ils dépendent des connexions synaptiques que nous avons dans le cerveau, alors que les compétences, c'est ce que nous acquérons dans des formations, quand on ouvre un livre et qu'on apprend des choses, quand on fait un apprentissage avec un professionnel et qu'on apprend des gestes particuliers liés à un métier, ça, ce sont des compétences.
Mais si vous acquérez des compétences là où vous n'avez aucun talent, vous serez juste moyen dans la vie. Et vous pourrez toujours dire ah, c'est dégueulasse, il bosse moins que moi, mais il y arrive mieux, c'est pas juste. Mais si c'est juste, c'est que cette personne-là, peut-être naturellement, elle avait conscience de ses talents et elle est allée dans un secteur où justement, elle n'avait plus qu'à acquérir des compétences et à devenir excellente. Et puis, ou parce qu'elle a fait des formations, enfin, on l'a conseillé judicieusement. Donc, toujours partir de qui nous sommes, quels sont nos rêves, quels sont nos potentiels, pour essayer ensuite de pouvoir se projeter vers un idéal que l'on voudrait atteindre. Et moi, je dis toujours, avant de vouloir faire, ayez déjà conscience d'être. Exactement. Qui êtes-vous? Et Exactement. quand vous savez qui vous êtes ou qui vous voulez devenir, là, vous pouvez commencer à construire un chemin, donc une stratégie pour atteindre votre objectif. Et dans cette association que vous avez créée, est-ce qu'elle vous amène à penser éventuellement, parce que c'est le cas de plusieurs des femmes que j'ai pu interviewer, à mettre en place, à créer en fait des écoles alternatives où on apprendrait justement la bienveillance, l'estime de soi, la confiance en soi, toutes ces valeurs que vous venez de citer, et puis où on pourrait se construire avec aussi l'auto-guérison, on en parlait tout à l'heure. Alors, l'auto-guérison, c'est encore une fois prendre soin de son système immunitaire, par exemple, de façon naturelle, plutôt que d'avaler du chimique en permanence. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose qui éventuellement vous porte? Ah ben oui, complètement. Mais vous savez, l'auto-guérison va bien même au-delà de ça. Je me suis rompu les ligaments d'un genou. Avec double entorse de chaque côté du genou, mais les ligaments étaient vraiment rompus. Ouais. Donc, j'ai refusé de me faire opérer. Et parce que je pratique le Reiki depuis plus de 20 ans déjà, et par la force du mental, j'ai reconstitué les ligaments de mes genoux. C'est-à-dire qu'on a cette capacité par le mental à reconstituer les organes que nous avons pu déchirer, mettre en souffrance, qui sont malades. On peut, par la pleine conscience et par des techniques ensuite qu'on acquiert en se formant, on peut se soigner. Oui. Je suis comme vous, Christine, je ne prends jamais aucun médicament. Et ça a été d'autant plus violent, c'est devenu même une règle de vie chez moi, parce que quand j'allais au Sénégal pour construire les écoles, en même temps, j'en profitais pour apporter des médicaments. Il y avait un dispensaire qui était jamais loin des écoles que nous installions, donc j'apportais des médicaments. Alors pour ça, j'allais dans les pharmacies. À l'époque, c'était pas encore aussi strict que c'est imposé aujourd'hui. Les pharmacies récupéraient et pouvaient redonner pour des programmes humanitaires des médicaments. Quand je voyais l'effet que faisait un Doliprane sur une personne qui n'avait jamais eu aucun médicament, je me disais, mais on n'a pas conscience de ce qu'on s'ingurgite dans le corps à longueur d'année, nous, occidentaux. Et là, je me suis dit, mais Muriel, décidément, il faut vraiment que tu n'ailles vers ces médicaments chimiques qu'à la condition que ce soit absolument nécessaire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, je dis qu'il faut le faire à bon escient. Oui. Mais manger des paracétamol qui perturbent profondément le corps, juste parce que vous avez une petite douleur, un petit mal de tête qui peut passer si vous vous apaisez, si vous faites un peu de méditation, forcément, très vite, ce Doliprane ne suffit plus. Il en faut 2, puis 3, et puis après on passe à quelque chose de beaucoup plus fort, puis beaucoup plus fort. Le corps s'adapte, hein. C'est extraordinaire comme notre corps peut s'adapter. Exactement. La première fois que j'ai entendu parler d'auto-guérison, c'est quand, en fait, les neurosciences, bien évidemment, aujourd'hui se penchent sur ce phénomène, et depuis assez récemment, hein, il faut dire, puisqu'avant, on entendait que c'était de la magie noire. Hein. Les femmes ont été brûlées pour ça, d'ailleurs. Hein. Les guérisseuses, les premières guérisseuses qu'on a appelées des sorcières, ont été brûlées par rapport à ça. Mais le premier, c'était un moine tibétain, je crois, qui s'est enfermé, qui a eu une gangrène, et qui donc devait être amputé, et qui s'est en fait reclus dans une grotte pendant environ 1 an. Et au bout de cette année, il est retourné à l'hôpital et sa jambe était guérie.
Donc ça, c'est un fait hein, réel. Et à partir de là, donc effectivement, les sciences se sont penchées sur ce phénomène miraculeux. Lui a expliqué qu'il avait en fait médité des heures et des heures chaque jour sur la reconstruction, visualiser la reconstruction de sa jambe en fait qui était gangrénée. On sait que la gangrène, jusqu'à présent, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et là, sa jambe s'est complètement guérie et il n'a jamais plus eu besoin de la traiter. Donc ça, c'est vraiment... de nombreuses personnes aujourd'hui, d'ailleurs, travaillent sur cette capacité qu'on a à s'auto-guérir. Des gens comme Mathieu Ricard, par exemple, aident aussi à la connaissance et à la compréhension de ce phénomène-là. Mais dans mon livre, justement, je parle de la visualisation parce que c'est ce que j'ai utilisé aussi pour finalement reconstruire mes ligaments du genou. C'est-à-dire que je m'isolais complètement et bien sûr, je me faisais du Reiki, donc je posais les mains et je faisais les symboles Reiki, enfin 2 heures par jour. Mais en plus, je visualisais dans mon esprit, parce que donc un ligament, c'est comme un élastique en quelque sorte. Quand il est rompu, c'est-à-dire que le ligament, il flotte dans votre genou. Donc ce qu'il fallait, c'était pouvoir visualiser le ligament, les 2 extrémités, et visualiser que les extrémités recréaient des cellules qui se rapprochaient jour après jour, jusqu'à ce qu'elles finissent par venir se retrouver pour reconsolider cela. Et bien sûr, j'étais suivie par des grands chirurgiens à Paris qui m'ont dit que c'est un phénomène qu'ils n'ont vu que 2 fois dans leur vie, et 2 fois, ça a été 2 champions, 2 sportifs, un grand joueur de football et moi. Parce que tous les deux, on avait justement cette approche où on était en capacité, et tout le monde peut le faire, d'utiliser la visualisation positive pour ou construire sa vie, construire ses projets, mais aussi rentrer dans son corps et aller à la source de la souffrance pour réduire cette souffrance, pour reconstruire les organes qui sont blessés ou malades. Exactement. Et c'est quelque chose que moi-même, j'ai pratiqué donc, en tant qu'hypnothérapeute avec des patientes atteintes de cancer. Alors attention, je ne dis pas qu'on ne fait pas, je n'irai jamais à l'encontre des médecins. En revanche, parallèlement à tout ce qui est chimique, on peut mettre en place, ou pas d'ailleurs hein, pour ce qui est du chimique, on peut mettre en place voilà, des processus qui fait qu'on va justement réparer ces cellules, ou bien quand on est en chimio, des processus qui font qu'on va aller visualiser toute cette chimiothérapie, parce que tout le monde n'est pas en capacité de se dire je refuse la chimiothérapie. C'est un choix qui est propre à chacun ou chacune. Donc en fait, visualiser aussi cette chimiothérapie et la façon dont elle va aller tuer les mauvaises cellules, voilà, pour laisser place. Donc tout ça, c'est un jeu. Il faut rappeler que le mental, le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc, quand vous vivez quelque chose comme Muriel, donc, qui reconstruit ses ligaments, en réalité, pour le cerveau, c'est la réalité. Voilà, le cerveau ne se dit pas c'est quelque chose d'imaginaire. Non, on est en plein dedans, on est complètement probablement dans un état de conscience modifié quand on le fait, hein, profondément pleine conscience, attentive à ce que l'on fait. Et du coup, effectivement, pour le cerveau, c'est la totale réalité. Donc, il fait en sorte que les choses se passent. Les choses se réalisent, absolument. Exactement. Mais bien sûr, cette visualisation, le cerveau, il faut l'entraîner. C'est comme un muscle. Exactement. N'oubliez pas que pour tous les gens qui nous écoutent, c'est important, je pense, de le dire, Christine, que ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain. Ah oui, oui, oui. Il faut s'entraîner, il faut être guidé. Dans le livre, j'explique un peu comment justement travailler la visualisation positive. Et après, il faut s'astreindre chaque jour. Ça peut être au début juste 10 minutes, comme la méditation d'ailleurs. Hein. Vous voulez démarrer la méditation, au début, vous êtes là et vous dites, mais ça ne marche pas. Oui, patience, persévérance. Et merci de le rappeler d'ailleurs, c'est vrai. Il n'y a pas de baguette magique, nous n'avons pas de baguette magique, jamais.
Vous ne pouvez pas remettre votre guérison, vous ne pouvez pas remettre quoi que ce soit dans les mains d'autrui. Vous êtes à l'origine, en fait, effectivement, de votre propre, oui, guérison, c'est le terme que j'utilise, mais voilà, tout part de soi, tout. Donc, effectivement, ça nécessite souvent beaucoup d'entraînement. Oui, quand je parlais effectivement de visualisation sous hypnothérapie, bien sûr qu'après, les personnes qui vont travailler comme ça vont le répéter au quotidien, tout comme la méditation, encore une fois, et la visualisation, quoi que ce soit. Il n'y a pas de baguette magique et ça n'est pas instantané non plus. Et ça n'est pas parce qu'on ne constate pas dès le lendemain du mieux-être que c'est inefficace. Non, il faut quand même prendre le temps. On dit toujours que la patience est une vertu divine, mais c'est vrai. C'est vrai. Soyez patient dans l'effort et dans votre objectif. Ayez la patience d'avancer pas à pas. Mais comme l'alpiniste qui monte l'Everest, quand il est en bas du chemin et qu'il s'élance vers son objectif, atteindre le sommet de l'Everest, il n'est pas là à regarder la tête levée le sommet en disant c'est là que je vais, c'est là que je vais à chaque pas. Il est concentré sur lui, il avance pas à pas. Et vous savez, l'alpiniste, il sait que chaque pas est une petite victoire. Exactement. Et il y a de nombreux paliers d'ailleurs quand on grimpe l'Everest. De nombreux paliers où l'on est obligé de s'arrêter en fait. C'est une obligation. On ne peut pas passer tout d'un coup 3000, 5000 mètres comme ça en montant gaiement. Non, chaque chose est réfléchie, chaque pas est posé. Donc effectivement, c'est la même chose quand on veut atteindre n'importe quel objectif. Alors Muriel, aujourd'hui, effectivement, après, en même temps que cette association qui vous prend beaucoup de temps, vous avez, et après avoir travaillé longtemps sur Sud Radio, animé une émission dans laquelle vous faisiez du coaching en direct. Vous avez aujourd'hui votre propre chaîne YouTube. Tous les mardis, vous faites votre mardi du coaching. Tous les jeudis, vous avez cette petite séance mindset, donc séance où vous mettez votre mental de championne en fait au profit de chacun. Et puis, vous faites du coaching aussi en entreprise, je crois. Oui, absolument. Donc, en entreprise, je coach des problématiques de démotivation d'équipe, de gestion de conflits. Voilà, c'est un peu mon cœur de domaine. J'y fais aussi pas mal de conférences, justement pour transmettre ces techniques, ce mental, ces exemples dont nous avons pu parler. Ça, c'est pour le monde de l'entreprise. Mais je trouve trop dommage qu'il y ait finalement que les salariés d'entreprise qui me font intervenir, qui puissent en bénéficier, de là le livre, et de là, effectivement, la chaîne YouTube. Et Sud Radio s'est arrêté en septembre, donc j'ai décidé de la lancer. Et là, tous les mardis soirs, je propose d'accueillir sur ma chaîne des personnes qui peuvent rester anonymes si elles le désirent. Donc, elles n'ouvrent pas la caméra, elles peuvent changer le nom qui apparaît si elles le souhaitent. Elles peuvent rester ou anonymes ou apparaître. Et l'idée, c'est de questionner la problématique qu'elles apportent. Une problématique qui peut être personnelle, professionnelle, familiale, de couple. Et le métier de coach, c'est justement de réussir à questionner pour faire émerger dans la personne ses propres solutions aux difficultés qu'elle rencontre. Parce qu'être coach, c'est pas être conseiller. Un conseiller, vous allez le voir, il va vous donner des conseils, il va vous dire vous devriez faire ci, vous devriez faire ça, mais par rapport à son expérience à lui. Et on sait bien que la personne en face n'a rien à voir. On est tous uniques, on est tous différents, on a des parcours différents, des façons de penser différentes. Donc, je me suis formée au métier de coach à l'Académie du coaching, qui est une école géniale, hein, je le dis en passant. Et là, l'intérêt de la posture de coach, c'est que vous ne conseillez pas, vous questionnez et vous amenez la personne à se confronter à ses peurs et aller chercher pourquoi, qu'est-ce qu'elles veulent dire, etc., d'où ça résonne par le passé. Et puis, petit à petit, de la confronter à ses contradictions aussi, parce que des fois, on veut quelque chose, vous le disiez en tout début d'émission, et puis on fait autre chose. Pourquoi il y a un décalage entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait? Et puis, le coaching amène aussi, par le questionnement, à faire émerger chez cette personne-là
les solutions, parce que nous portons nos problèmes, mais nous portons aussi nos Les solutions. solutions, exactement. Et c'est pour ça qu'il faut s'élancer, parce que nous nous élançons à la rencontre des solutions que nous portons finalement en nous. Si on savait qu'on les avait, on n'aurait pas tout ce chemin. Donc on n'aurait pas besoin d'être incarné sur cette terre qui est si belle, mais où la vie est si difficile. Souvent, longtemps, j'ai médité sur pourquoi est-ce qu'on a des vies si difficiles, pourquoi est-ce qu'on traverse des périodes si douloureuses dans nos vies, mais parce qu'on a besoin de ces expériences-là. Parce que nous sommes comme des oignons avec des couches, et que chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, physique, etc., eh bien, font que petit à petit, ces couches d'oignons partent, ces voiles de conscience se lèvent en quelque sorte pour arriver au cœur de qui nous sommes vraiment. Et moi, je dis toujours, mais qui êtes-vous profondément? Quand on a commencé à toucher à cette question et à commencer à avoir un semblant de réponse, et la vie est juste fabuleuse. Alors, ne pas se décourager, ne pas culpabiliser, si bien évidemment on n'a pas toutes les réponses à nos questions, on ne les a jamais toutes d'ailleurs. Et quand on a franchi un palier, quand on a enlevé une couche, il en reste encore. Et je crois que le travail sur soi ne finit jamais en réalité. Mais oui, mais je pense que la vie ne finit jamais. Exactement. On part de cette vie. Je pense, moi, j'ai foi profondément dans le fait qu'on va sur d'autres plans, d'autres dimensions, mais qu'il y a des moments. Pourquoi nous sommes là? C'est parce que nous expérimentons dans la matière, dans l'émotionnel. On a besoin de. Tout ce que nous vivons, nous pouvons d'une certaine façon le toucher en aimant. L'amour, c'est de pouvoir toucher l'être aimé, de pouvoir le caresser, de pouvoir souffrir avec lui lorsqu'il est en difficulté. Ce ne sont plus des concepts. Je pense que l'incarnation sur cette terre, c'est vivre pleinement par tous les sens du corps, l'ouïe, le toucher, l'odorat, la vue, et il en manque un, c'est lequel? L'ouïe, le toucher, le goût, merci, le goût. Eh bien, la réalité de ce que nous pensons profondément. Et tout ça nous nourrit de tellement d'informations qu'à partir de là, nous pouvons commencer à nous éveiller à quelque chose de plus grand que nous, à notre grandeur. Vous m'aviez parlé en off de mission d'âme. Oui. Quelle est votre mission d'âme, selon vous? Écoutez, c'est une question très difficile. Ouais. À 20 ans, justement, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi la vie est si dure? Pourquoi on souffre tant? Donc, ce parcours de questionnement, j'en ai bientôt 60, vous voyez, il dure depuis très très longtemps. Et moi, j'en suis venue à l'idée que je partage, mais c'est mon idée et c'est ma croyance, que nous sommes là parce que nous avons une mission à accomplir d'une certaine façon. Et à 30 ans, quand j'ai regardé ma vie, je me suis dit, mais tu as déjà vécu tout ça, mais qu'est-ce que tu vas en faire? À quoi ça sert? Il y avait plein de choses extraordinaires, et puis il y avait plein de choses pas extraordinaires du tout dans ma vie. Donc, qu'est-ce que j'allais en faire? Et finalement, je pense que ma mission d'âme à moi, c'est justement de transmettre. Mais de transmettre en ayant vécu, de transmettre des choses concrètes, des choses réalisées, des choses... par exemple, j'ai repris la compétition, vous le disiez tout à l'heure, à 52 ans, mais parce que dans les coachings que je donne aux gens qui viennent à moi, je leur dis tout ce que je vous dis aujourd'hui. Et il y en a beaucoup me disaient, oui, mais vous êtes gentille, Madame Hermine, mais vous nous dites ça à 52 ans, mais ça marchait quand vous aviez 20 ans. Est-ce que quand on a plus de 50 ans, 60 ans, ça marche? Et une fois, on m'a dit, puis deux, puis trois, puis à un moment, je me suis dit, mais c'est vrai, ton discours est tellement décalé, est-ce qu'à ton âge, 50 ans et plus, ça marche encore? Et je me suis dit, je dois le savoir. Parce que j'aime parler de ce que je maîtrise très bien, de ce que je connais bien. Je ne peux pas partir parler de choses théoriques
qui n'ont pas rencontré une résonance dans ma réalité d'être humain. Donc, je me suis dit, il faut que tu tentes, il faut que tu regardes si c'est possible. Donc, à 52 ans, j'ai décidé de reprendre la compétition. Pourquoi? Parce que je suis partie sur mes talents naturels. Je suis revenue à ce que j'enseigne aux jeunes et aux moins jeunes. Quels sont tes talents? Sur quoi tu peux t'appuyer en interne, tes repères qui vont te permettre de te réaliser dans quelque chose. Et je me suis dit, mais mes talents, ils sont artistiques. Mes talents, là où je les ai le mieux exprimés, c'est dans l'univers de la natation artistique. Donc je me suis dit, remonter un spectacle, vu la conjoncture, très compliqué de lever des millions d'euros, je me suis dit, mais reprends la compétition, ça n'engage que toi, ça ne met en route rien d'autre que ta propre réalité. Donc, je me suis remise à la compétition avec l'objectif, bien sûr, en natation artistique, vous êtes dans une catégorie jusqu'à 25 ans. Et au-delà de 25 ans, vous entrez dans les masters, c'est-à-dire il y a 26, 30, 30, 39, 40, 49, 50, 59, etc., etc. Donc, vous êtes par catégorie d'âge. Donc, moi, j'ai décidé, mon objectif affiché, avoué, était, je serai championne du monde dans ma catégorie d'âge, 50, 59. Mais mon but caché, c'était de dire, et si j'étais championne du monde, toute catégorie dans cette compétition mondiale. Et ça a été ça qui m'a maintenue. J'ai repris l'entraînement non plus pour, comme à 20 ans, pour aller. Le matin, je ne me levais pas pour aller décrocher une médaille. Le matin, je me levais pour vivre une vie de femme avec mes 2 enfants. Je vivais seule avec eux à ce moment-là. L'intendance de la maison, mon job. Et je me disais, comment dans cette petite vie de 24 heures que m'offre chacune de mes journées, je vais en plus pouvoir réaliser cet objectif. Et j'ai été obligée de mettre en place tout un tas de choses pour pouvoir trouver 3 heures d'entraînement par jour pour me préparer à la compétition sans trop déstructurer ma petite famille monoparentale que je vivais avec mes 2 enfants. Ça a impliqué plein de choses, dont une que je partage avec vous, mais plein d'autres aussi, mais une vraiment. C'est que j'ai pris conscience que notre société ne nous apprenait pas la notion du renoncement. Quand vous avez différentes choses dans la vie, surtout à 50 ans, vous avez une famille, vous avez un job, vous avez une maison, vous avez un rythme de vie, eh bien, un confort. Un confort, bien sûr. Pour pouvoir acquérir quelque chose de nouveau, il faut accepter à renoncer à quelque chose. Exactement. On ne peut pas avoir tout ce qu'on a et espérer avoir encore plus, et puis encore plus et encore plus. Ce serait trop injuste qu'il y ait des gens qui aient tout et d'autres qui n'aient rien. Et la vie, elle a cette chose, cet équilibre qui fait, ok, tu veux mettre en place un grand challenge, ok, mais qu'est-ce que tu vas modifier de ta vie pour cela? Et j'ai été obligée de renoncer à des choses qui étaient importantes dans ma vie. Mais je n'ai pas ma médaille, elle est à mon bureau, pas loin, mais je vous l'aurais montrée parce que cette médaille, c'est la plus belle que j'ai jamais eue de toute ma carrière. Je vous promets, Christine, parce que si je vous la montrais, alors bien sûr, je l'ai gagnée dans ma catégorie, je l'ai gagnée toutes catégories confondues. Oui. C'était en Russie, à Kazan. Oui. Il y avait des jeunes nageuses de 25 ans qui concouraient, que j'ai réussi à battre. Je ne sais pas comment j'ai fait. Il y a eu des moments dans ma préparation qui ont été très difficiles, où j'ai douté, oui. Où j'ai pleuré, où je n'en pouvais plus, où je me disais, mais pourquoi tu t'es mis ce truc de fou sur ta route? Tu n'avais pas besoin de ça. Il y a des jours, je sortais de l'entraînement, mais j'étais tellement fatiguée que j'appelais mon fils aîné, qui avait 16 ans à l'époque, et je lui disais, chérie, viens me chercher. Je n'en peux plus, tellement j'étais, mais au bout du bout. Ouais. Et mon fils je me souviens très bien de ce sentiment que j'ai ressenti quand j'ai vu que vous étiez championne, cette admiration sans borne, sans limite, parce que je pense, je ressentais au fond de moi tout ce que ça avait pu vous demander. Alors moi, j'ai quand même, voilà, vous avez dit qu'il n'y avait pas de sacrifice, et en ça, vous parlez de renoncement. Moi, j'aurais effectivement plutôt parlé de sacrifice au départ, mais d'abnégation aussi. Et je ne sais pas, je ressentais au fond de moi
tout ce que vous aviez pu, et j'étais certainement loin du compte, vivre pour être là à ce moment précis sur ce podium. Et Oui. c'était une telle source d'inspiration. Mm. C'est incroyable en fait, parce que vous êtes une des rares qui est quand même capable. La plupart des femmes que je vais interviewer, y compris moi d'ailleurs, avons vécu des choses, bien évidemment, pour certaines des traumatismes indescriptibles, extrêmement douloureux. Euh, mais voilà, nous, on va partir souvent d'un changement quelquefois radical de vie. Voilà, alors effectivement, avec des renoncements et autres. Mais là, il y avait en plus vraiment ce phénomène de cette ambition suprême de réalisation et d'accomplissement total de soi, Oui. de se prouver à soi-même, voilà. Oui. Alors, je ne dis pas, bien sûr, que tout le monde doit partir dans des projets aussi gigantesques, etc. D'ailleurs, on n'en a pas, oui, on n'en a pas C'était mon forcément la monde, donc capacité, parce que là aussi, encore une fois, il y a une question de capacité, je pense, physique malgré tout, parce qu'on ne fera jamais, c'est marrant, je parlais de ça il y a peu de temps avec un sportif aussi, on fera malgré tout jamais d'un âne un cheval de course. Hein, c'est même l'expression un peu courante. Si à la base, malgré tout, on peut s'entraîner comme un fou, si on n'a pas la capacité physique, je pense que c'est difficile d'avoir ce niveau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais vous avez raison. Il faut se mettre des challenges en fonction de ce qu'on connaît de nous, de nos capacités. On peut pousser, comme on le disait, nos limites petit à petit, jour après jour, mais dans un univers qui nous est propre, qui résonne pour nous, etc. Donc, surtout, ne partez pas dans des trucs de folie. Hein. Si vous sentez que ce n'est pas pour vous. Hein. Exactement. Mais en revanche, vous savez, c'est à l'issue de cette compétition que j'ai touché la sérénité, Christine. C'est-à-dire que ça m'a tellement montré que, d'abord, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves et pour mettre son épanouissement au cœur de cette réalité-là. Vraiment. Et là, je l'ai incarné. On ne peut pas dire c'est pas vrai. Ceux qui diront c'est pas vrai, c'est parce qu'ils n'y croient pas pour eux et que quelque part, ce que j'ai pu faire vient les perturber dans leurs croyances. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai puisque je l'ai fait, encore une fois. Et je pense que ma mission d'âme, c'est ça. C'est de montrer par l'exemple que nous ne sommes pas les limites que nous nous fixions. Nous ne sommes pas des petits êtres si fragiles que ça. Et nous avons en nous une force, une puissance que je dirais, une puissance divine. Oui. Il faut se connecter à cette puissance-là et avancer petit à petit. Ouais. Mais pour ça, il faut encore une fois prendre la responsabilité de sa vie et de ses choix. Et ça, c'est important d'arrêter d'aller solliciter milleetexcuses.com, mais voilà, vraiment de se poser en tant que personne responsable de soi-même et de se donner la priorité quand on veut s'accomplir. Alors, oui, par rapport à ce que vous dites, Christine, je dirais qu'aujourd'hui, bien sûr, ayant ma chaîne YouTube, etc., je vois que beaucoup de gens grappillent à droite, à gauche, plein d'infos, plein de... Oui. Ils sont là et pour l'instant, on est dans la... Beaucoup de gens s'éveillent. Beaucoup de gens commencent avec vous. À comprendre voilà, qu'il se passe des choses au-delà de ce qu'on veut bien nous laisser croire depuis des centaines d'années. Mais beaucoup de gens ne sont pas encore dans le je vais faire. Oui, ils sont dans le je suis là et je grappille à droite, à gauche, un conseil, une solution. Ah oui, oui, et puis j'essaye, ça ne marche pas tout de suite, donc j'abandonne. Ou alors je prends tout, mais je ne donne rien en échange. Et vous savez, il y a une loi divine. Je vous ai parlé de la première qui est que la patience est une vertu divine. Eh bien, l'équilibre aussi est une vertu divine. Exactement. Tout autant que en toute chose, quand vous prenez quelque chose, il faut donner en retour. Et si cet équilibre n'est pas installé, eh bien ça ne marche pas.
Et il y a trop de gens qui prennent sans rien donner. Rien donner, ça ne veut pas dire forcément payer des fortunes, ça ne veut pas dire forcément s'arracher les tripes sur quelque chose. Euh, C'est contribuer. C'est contribuer, exactement, d'une Contribuer. façon ou d'une Exactement. autre, à faire circuler. Parce que Exactement. ce qui vous est donné, au bout du compte, à travers des mots, à travers des exemples, c'est de l'énergie. Mm. Donc, vous récupérez cette énergie, vous ne pouvez pas la stocker. Vous devez la faire circuler autour de vous. Et ça, c'est fondamental. Exactement. Magnifique. Est-ce que aujourd'hui, de par votre parcours, vous avez une hygiène de vie particulière? Je fais une petite aparté parce que c'est intéressant de savoir justement comment. Alors, je sais que vous venez d'aller nager justement. Si Oui, vous voulez nous j'entends parler les un cheveux petit tout mouillés. si vous voulez nous parler un petit peu justement de cette hygiène de vie, parce qu'elle contribue aussi, elle est importante pour poursuivre sa vie de la meilleure des façons. Avoir une hygiène de vie, qu'elle soit sportive, alimentaire. Alors, j'ai une hygiène de vie, oui, qui est vraiment très, je pense, très équilibrée. C'est-à-dire que d'abord, j'ai besoin de beaucoup dormir. Donc, je suis quelqu'un qui, si je n'ai pas mes 7 heures minimum de sommeil par jour, alors certains diront, ouais, mais c'est du temps perdu. Oui, sauf que ce temps de repos qui est nécessaire à mon corps me permet, quand je suis éveillée, de soulever des montagnes, de faire des choses Exactement. fabuleuses. Donc il y a un moment, on ne peut pas aller contre notre propre nature non plus. Donc je sais que je dois dormir 7 heures par nuit. Et au bout du compte, avant, je me disais non, j'ai pas le temps, il y a tellement de choses à faire, etc. Sauf que, alors je m'adresse aux gens de 50 ans et plus. C'est vrai qu'à 50 ans, on a réalisé plein de choses de notre vie, donc on peut se permettre peut-être d'avoir un autre rythme aussi. Aujourd'hui, en gros, je m'écoute, c'est-à-dire que je dors ce dont j'ai besoin. Je fais au minimum 1 heure à 2 heures de sport par jour parce que j'en ai besoin. Je pense que la vie me donne beaucoup d'énergie. Dernièrement, j'ai lu, et ça a résonné tout de suite pour moi, que chaque jour, la vie, enfin l'énergie autour de nous, nous envoyait l'énergie dont nous avons besoin pour nous réaliser dans notre vie. Tout le monde ne se récupère pas son shoot. Moi, je pense que je suis shootée, on dit à donf, comme diraient les jeunes. Et tous les jours, je me reçois un plein d'énergie incroyable que j'ai besoin de dépenser. Donc, je le dépense en faisant du sport et j'en ai besoin. Donc, je nage en moyenne 3 km par jour de natation pour éliminer et trouver mon équilibre, ma stabilité. Et puis, après, je peux partir affronter la vie. Donc, du sport, du sommeil, une alimentation très saine, beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est selon mes moyens, parce que je ne prends que des fruits et des légumes bio le plus possible. Quasiment pas de viande, en revanche des poissons, donc je ne suis pas végétalienne, je serais plutôt végétarienne, mais j'ai été végétalienne pendant 2 ans. Et vous savez, et j'aimais vraiment ce régime que je m'imposais d'une certaine façon. Mais au bout d'1 an et demi, j'ai commencé à me rendre compte que mon cerveau marchait beaucoup moins. D'accord, étonnant. Ah oui, j'ai essayé d'en parler, d'échanger, et ça résonne pas. Les chercheurs avec qui j'ai pu en parler n'écoutaient pas vraiment. Et je leur disais, mais je commençais à réfléchir plus lentement. Je maîtrisais moins bien mes pensées, moins bien mes paroles. Je m'exprimais moins bien. Alors comme j'étais conférencière, je suis conférencière. Si vous êtes engagé pour faire une conférence devant 1000 personnes et que Bien ça sûr. sort pas, c'est un vrai problème. Bien sûr. J'ai été obligée de revenir à une alimentation végétarienne, c'est-à-dire en remettant un peu des œufs, du poisson, pour retrouver mes capacités neuronales, mes D'accord. capacités d'esprit. Et Alors là, moi, je ne mange ni viande ni poisson. En revanche, je mange des œufs. Et ça fait bien 2 ans maintenant. Je n'ai pas constaté de changement en fait intellectuel. C'est étonnant. ah oui, 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 Ouais. mais Alors en revanche, moi, je mange des œufs, par exemple. Peut-être que oui. vous les aviez supprimés aussi. Ah oui, moi j'avais tout supprimé, je Toute ne source faisais que, animale. oui, oui, absolument.
D'accord, donc que oui, des choses végétales. Et je pense d'accord. quand même que nous Ouais, sommes des êtres qui avons besoin de... Enfin, non, je ne vais pas, je vais pas résumer l'humanité à ma personne. Je pense que je suis un être qui a besoin, voilà, malgré tout, ouais. de protéines. Je pense qu'après De chacun doit protéines savoir animales. trouver le curseur qui lui est bon Exactement. ou moins bon effectivement. Mm. Ouais. Et puis, après, dans mon hygiène de vie, je fais ce qui me motive. Je fais ce qui m'enthousiasme. Tous les soirs, quand je me couche, je veux être fière de la journée que j'ai passée. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait de bien dans ta vie aujourd'hui? Et je me dis, ah oui, tiens, il s'est passé telle chose qui t'a rempli de joie, tu as aidé telle personne, et ce qu'elle t'a transmis, même pas forcément un merci, parce que vous savez, quand vous aidez les jeunes, ils vous disent rarement merci. Ils Mmh. prennent, et puis ils continuent leur chemin. Mais ce que vous voyez dans leurs yeux, quand vous voyez cette étincelle qui se réveille et cette foi qui revient, mais voilà, moi je dis bravo, Donc vous êtes dans la réussi. gratitude Ah oui, ah aussi. oui, ouais. Est-ce que vous méditez chaque jour ou est-ce que justement vous parliez de Reiki, est-ce que vous appliquez des méthodes Non, je médite. vous Je médite, méditez? je fais de la méditation de pleine conscience. Il m'arrive de faire des séjours chez Thich Nhat Hanh, au village des Pruniers, à côté de Bordeaux. Thich Nhat Hanh est un moine bouddhiste installé depuis plus de 30 ans en France, qui a ouvert un village qui s'appelle le village des Pruniers, qui est un village de moines et de Mmh. nonnes. Et bah voilà, il m'arrive de temps en temps d'aller faire un séjour là pour m'apaiser, pour me reconnecter au Mmh. plus profond de moi-même. Et Mmh. quand je repars, je peux passer 2, 3 ans. Voilà, j'ai réacquis les processus de méditation qui me permettent de donner du sens et de trouver du sens à ma vie. Est-ce que le silence est important pour vous? Ah oui, fondamental. La solitude et le silence. Bien sûr, j'aime être avec ma famille, les gens que j'aime, entourée d'amis, mais j'ai par moments des besoins de solitude où, euh, d'ailleurs, quand on m'en empêche, c'est comme si je me sentais enfermée dans une prison. Donc là, je serais capable de tout pousser. Non, non, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin de silence. C'est là où je me retrouve. D'accord, très bien. Et oui, parce que peut-être que ça vous renvoie à ces moments où vous étiez dans l'eau, seul. Oui, probablement, probablement. Et puis, parce que c'est là où je peux lâcher des choses. Il y a des moments, je me mets en méditation et tout d'un coup, quelque chose se lâche. Alors, ça doit sortir. Donc, chez moi, ça sort par les pleurs. Donc, c'est pour ça que je préfère être isolée quand je médite parce qu'il m'arrive assez régulièrement que les larmes coulent et je sens dans mon corps plein d'endroits où il y avait des tensions qui tout d'un coup se lâchent. Et me sens tellement apaisée derrière que non seulement je me sens apaisée, mais du coup, il y a un filtre qui s'est mis entre ce que je ressens et ce que je vois, une espèce de réalité moins comment dire, instinctive, Mmh. animale. J'arrive à relativiser les choses, mettre de la distance, à prendre conscience qu'il y a des choses qui sont vraiment pas si importantes que ça. Il faut les laisser, lâcher prise à ça. Et en ayant conscience de tout ça, vraiment, vous arrivez à vous apaiser et vous êtes plus disponible pour aider les autres après. Exactement. Et vous êtes en parfaite, ce qui est assez rare quand même. Euh, Vous êtes tout à fait à même d'accueillir vos émotions, donc ça c'est quelque chose qui est très important, les accueillir et non pas les gérer en se disant je mets de côté, mais les accueillir, les lâcher. Vous disiez pleurer, pleurer, évacuer sa colère, évacuer ses peurs, donc ça c'est très important, accueillir ses émotions et s'en libérer, donc pour être mieux. Mais vous travaillez vos émotions, vous travaillez votre mental, vous travaillez votre corps physique et tout ça fait qu'en fait vous êtes complète. J'essaye de l'être. Est-ce que je le suis? Je pense Alors, qu'on on on n'est me le pas fera forcément jamais. complètement, En tout cas, je suis alignée, ça c'est sûr. Je ouais, suis alignée aligné. entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Ça, Ouais, oui. ouais. Maintenant, je suis dans cette quête euh, de comment dire?
de plénitude peut-être? Oui, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire de me rapprocher euh, de, de la lumière. Voilà, je le dirais comme ça. D'essayer sur les dernières années ou mois ou décennies de ma vie, parce que c'est pas nous qui décidons quand nous partons. Et s'il y a des gens qui nous écoutent et qui envisagent de partir de leur plein gré, j'aurais tendance à dire surtout ne le faites pas. Ne le faites pas. Des membres de ma famille l'ont fait, avec qui j'ai pu être en contact avec eux, ils sont passés de l'autre côté, ils le regrettent tellement que je vous en supplie, ne le faites pas. Donc en tout cas, le temps qu'il me reste à vivre, je veux le mettre à profit pour me rapprocher le plus possible du pur amour, de la lumière. Et je sais que pour y arriver, je suis obligée de passer par le travail que je fais avec mes semblables. Quelle belle ambition, magnifique. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose, Muriel? Oh non, je crois qu'on est déjà allé tellement loin. On a fait un tour absolument fabuleux, extrêmement enrichissant, très inspirant. Donc merci à vous, merci infiniment, Muriel, pour ce temps que vous avez bien voulu me consacrer et nous consacrer à toutes. Je suis sûre que vous allez avoir inspiré énormément de femmes et leur avoir fait prendre conscience, si ce n'est déjà fait en tout cas, du champ des possibles et que nous sommes, les limites que nous nous imposons ne viennent que de nous-mêmes, encore une fois. Donc merci en cela, c'était vraiment une interview admirable, encore une fois. Merci. Donc merci d'avoir été avec nous, merci à vous toutes de nous avoir suivis et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine interview, l'interview d'une nouvelle femme ambitieuse. À très vite. Merci beaucoup Muriel.